le Sénégal. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. La violence dans la campagne électorale, comment la juguler? L'appel à manifester du président Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition gagnante Wattu Sénégal, comment l'analyser? L'école sénégalaise, quelle thérapie entre fuite au bac, tricherie au BFM et le concours général où l'on célèbre l'excellence? Comment analyser ces paradoxes? Pour en parler, Remue Ménage reçoit ce dimanche Jean-Martin Colly, docteur en sociologie et sciences de l'éducation, spécialiste du changement social et formation des élites, et Khalifa Babacar Diagne, psychologue, conseiller spécialiste de la prise en charge psychologique et master en droit de l'homme. Remue Ménage avec Alassane Samba Diop, c'est ce dimanche 10h-11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Nous sommes dimanche, c'est le 23 juillet 2017 et merci de votre fidélité. Dimanche prochain, les électeurs doivent aller aux urnes pour élire 165 députés pour la 13e législature. La campagne électorale bat son plein, caravane, visite de proximité et déclaration la rythme. Mais le constat est que cette campagne électorale est émaillée de violence de part et d'autre. Les coalitions et partis se rejettent la responsabilité. Alors, Jean-Martin Colly, vous êtes docteur en sociologie et sciences de l'éducation. Comment analysez-vous cette violence dans l'arène politique où l'on voit de plus en plus des armes à feu, coupe-coupe et manchettes brandies? Avant de procéder à l'analyse, je tiendrai d'abord à vous remercier de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Je voudrais saluer aussi mon collègue en face de moi. Nous partageons le même espace scientifique et dire bonjour à vos auditeurs. Avant de rentrer dans le phénomène analytique, je suis d'abord observateur de la vie politique sénégalaise. Et en tant qu'observateur, permettez-moi ici, en ce jour, de traduire d'abord mon étonnement et ma surprise face à ce qu'on appelle la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est partager un espace au sein duquel nous défendons d'abord des idées. Et quand on dit politique, c'est souvent associé à des processus. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte particulière de la politique, c'est l'élection. L'élection n'est pas le tout de la politique, parce que l'élection est une partie de la politique. C'est le processus en amont qui concourt à la mise en situation, la mise en évidence, voire la mise en confiance de ce qu'on appelle nos représentants. Nous sommes dans ce processus. Et c'est tout à fait normal que durant cette période, il existe ce qu'on appelle des bouillonnements. Les gens concourent pour accéder à, et comme tout concours, chacun défend sa position, chacun défend ses idées. Ça participe de la vie politique et ça participe du jeu politique. Ce qui est surprenant et nous interroge de manière extrêmement forte et inquiétante, c'est que nous voyons apparaître désormais dans nos espaces politiques la systématisation de la violence. Ça, c'est autre chose. Quand je dis la systématisation, l'une des seules armes de plus en plus utilisées aujourd'hui pour exister, voire pour s'exprimer, c'est transgresser. Comme on dirait par ailleurs, c'est franchir le Rubicon. Mais on peut aussi l'analyser en termes de stratégie de communication. Si vous analysez le nombre de listes, si vous analysez le nombre d'individus, le nombre d'aventuriers, le nombre d'inconnus, comment doivent-ils faire pour se faire connaître de manière publique, par vous les médias et par les électeurs? Certains, de manière délibérée et cynique, choisiront de se faire connaître en transgressant les règles pour qu'on puisse parler d'eux. Que ce soit positif ou négatif, parce qu'on ne se trompe pas, la politique ou gagner une élection n'est pas un jeu à somme nulle. Il s'agit de se faire connaître et la stratégie du politique, c'est exercer le pouvoir. Donc ils mettent en place des stratégies pour gagner le pouvoir. Ça, c'est une analyse possible parce que les candidatures plus ou moins périphériques vont tenter durant un mois c'est rapide, c'est serré, il faut des moyens de se faire connaître. La deuxième chose qui m'interroge dans ce que je vois, maintenant du point de vue analytique, par les comportements humains, c'est aujourd'hui le passage rapide et direct à des actes de violence dont je peux dire que nous n'avions pas connu par le passé. Armes blanches, armes à feu, systématisation des combats, le face-à-face, le corps à corps, le coup de poing, les agressions, occupation anarchique de l'espace public, comme si les espaces leur appartenaient pendant cette période. Je vous dis, je suis citoyen, je suis scientifique, mais pendant cette période, en tant que citoyen, je suis extrêmement gêné parce qu'on n'a plus d'espace public. Quelles que soient les personnes, on occupe l'espace public de manière voulue et volontaire. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'encadrement
du point de vue sécuritaire, de l'expression des politiques dans la voie publique, j'ai aussi l'impression que pendant la campagne, on a l'impression que c'est le laisser aller, le laisser faire. Les gens font ce qu'ils veulent, et c'est parce qu'il y a ce laisser aller, ce laisser faire là que certains vont se donner cette possibilité. Oui. Khalifa Diagne, M. Koli disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont développées par certains candidats, certains pour se faire connaître parce qu'il y a 47 litres, d'autres parce que justement c'est à travers la campagne, la violence qu'ils essayent un peu de se remarquer. Mais on voit que la plupart de ceux qui sèment peut-être le désordre, entre guillemets, ce sont déjà des gens connus peut-être. Merci beaucoup Alassane. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir pensé à m'associer à votre émission. Je voudrais également saluer M. Koli, ainsi que tous les auditeurs de votre radio. Et je voudrais très rapidement dire que cette violence n'est pas une surprise à mon niveau, parce que tout simplement, si on analyse bien, on doit se rendre compte que nous sommes partis à ces élections ou à cette campagne avec des contentieux très lourds, surtout du côté de 3 des plus grandes coalitions. Rappelez-vous, Alassane, que Maître Wade est là uniquement pour chauffer la place de son fils, qui a été emprisonné et qui, de mon point de vue, fait l'objet d'un transfèrement, parce qu'il s'agit de ça en réalité. Il a quitté le pays, il ne peut pas s'exprimer, même en dehors du pays, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas faire d'apparition publique. Ça, c'est du côté de la coalition dirigée par Maître Wade. Du côté de l'autre coalition Manko Taxawu Sénégal, qui est leur tête de liste, c'est Khalifa Sall qui est actuellement en prison. Et si vous avez bien remarqué, les violences que nous avons notées, c'est entre ces 3 coalitions. 3 coalitions parce que la violence peut être parfois l'extériorisation d'une frustration emmagasinée par les acteurs. Et vous avez vu, je peux même vous donner l'exemple, pour étayer mon propos, de 2 listes qui se sont rencontrées et qui ont donné un bel exemple au peuple sénégalais. C'est la liste de Serigne Modou Kara et de Moustapha Sy. Et c'est parce que ces listes n'ont pas de contentieux comme l'ont la coalition du parti ou des partis au pouvoir et les 2 autres coalitions. C'est la raison pour laquelle moi je n'étais pas surpris. Maintenant, l'autre fait, c'est que M. Koli l'a dit, pendant ces élections, on a l'impression que nous sommes à l'état de nature. On a l'impression que l'État a démissionné et a laissé le champ libre aux acteurs politiques qui se sont organisés en mettant en place leur propre sécurité. Si bien que nous voyons des armes à feu, nous voyons des armes blanches, et pratiquement même les citoyens qui ont des droits, même en période de campagne électorale, sont traumatisés et terrorisés du fait que maintenant il y a des forces privées qui se sont organisées et qui font la loi. De mon point de vue, en période de campagne électorale, l'État devait s'organiser, prendre les moyens de sécuriser les personnes et les biens et de dicter sa loi. Il faut qu'on revienne à cette théorie de Max Weber. Il n'y a que l'État qui doit avoir le monopole de la violence légitime. Maintenant, en période électorale, il faut donner le bon exemple. Et si également on voit du côté de la coalition du parti au pouvoir certaines dérives, ça pousse les autres à aller dans une dynamique de vouloir s'organiser pour répondre à leur manière. Et la violence aussi, dans l'espace politique, ne doit pas être une surprise. Alassane, il faut aller à l'université de Dakar au moment des élections des amicales. Pratiquement, c'est un secret de polichinelle. Qu'aucune liste ne peut se constituer sans pour autant avoir ses bras armés. Et en période électorale également, il y a une circulation importante d'armes blanches dans les cités universitaires et même au niveau des espaces pédagogiques. Si bien qu'à l'heure où je vous parle, il y a 2 grandes amicales au niveau de l'université Anta Diop de Dakar qui ont été suspendues du seul fait que les acteurs de ces renouvellements usent constamment de la violence. Pour vous dire que si ce sont ces mêmes personnes qui vont être demain les responsables au plus haut niveau de notre État,
il va de soi que nous avons une violence qui est ancrée dans notre société et qui devrait être enrayée le plus rapidement possible. Oui, beaucoup de citoyens, M. Coly, sont un peu inquiets et d'autres ont appelé ici à la radio pour poser le débat concernant les milices qui semblent accompagner certaines coalitions avec des gens, des gros bras encagoulés qu'on ne reconnaît pas. Et dans cette sorte de démission de l'État pendant la campagne, tout peut venir, un coup de feu peut venir d'une milice sans qu'on puisse savoir qui l'a fait. Est-ce que c'est le gendarme qui est avec le ministre qui l'a fait? Est-ce que c'est les ministres et c'est les sociétés privées? Il y a un problème qui se pose là. Mais bien sûr, parce qu'à partir du moment, comme l'a si bien dit mon collègue tout à l'heure, l'État a déserté l'espace et comme vous l'avez dit dans la préparation de l'émission, la nature ayant horreur du vide, il va sans dire que quand on organise les élections, on s'organise en même temps pour sécuriser le processus électoral. Et quand je dis le sécuriser, l'organiser en amont à travers tous les moyens administratifs qui vont avec, mais sécuriser aussi les processus d'expression publique des candidats dans l'espace, parce que les candidats doivent s'exprimer. Ils peuvent le faire dans des espaces confinés à travers des meetings, des salles réservées, ils peuvent le faire en faisant du porte-à-porte, certains le font, d'autres optent de plus en plus pour les marches, ainsi de suite. Mais le rôle de l'État est de garantir dans l'espace public une équité. Quand je dis une équité, ça veut dire une situation qui profiterait de manière égale et équidistante à tout le monde, pour que chacun ait, pendant cette période, la possibilité de défendre ses idées, parce que nous sommes dans un combat d'idées, et non dans un combat physique. En démocratie, ce sont les idées qui parlent, c'est le débat d'idées d'abord, et nous prétendons être une démocratie, et c'est ce que je constate. Maintenant, la montée des milices a été une montée progressive, M. Diop. Ce n'est pas apparu subitement lors de cette élection-là. On peut citer d'autres situations, je prendrai le sport par exemple, où de plus en plus on constate ces dérives. La lutte en est un exemple patent, l'université en est un exemple patent. Récemment, le football vient de nous le montrer. Donc, de plus en plus, ce ne sont plus des épiphénomènes. Parce qu'on pourrait dire un accident, c'est un épiphénomène qui vient, qui disparaît. Mais quand ça devient récurrent, ça devrait nous interroger. Hormis le fait d'interroger l'État, moi j'interroge aussi les citoyens sénégalais. Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui dit à tel brûle telle voiture, casse ici. Ce sont des acteurs citoyens comme vous et moi qui, dans des processus et dans des phénomènes, vont être dans une sorte d'exutoire. Et c'est pour ça que j'évoque souvent le phénomène de foule. Il faudrait qu'on ait une analyse de la foule assez importante à travers la régression des individus en situation de foule. Qu'est-ce qui se passe dans la foule? Dans la foule, presque toutes nos défenses, quand nos défenses, du point de vue des valeurs, tombent, et la foule entraîne chez les acteurs une sorte, je vais dire, de contagion dans l'euphorie. Et si vous remarquez bien ce qui se passe actuellement, la plupart des violences sont des violences soit périphériques au meeting, ou des affrontements, toujours de groupe à groupe. Et donc le phénomène de groupe, et là l'État est suffisamment organisé pour le gérer, entraîne de manière constante chez les individus des dépassements de résistance. Les citoyens que nous sommes, on a un rôle fondamental et majeur à jouer. Je crois que quand l'État a déserté l'espace public et a déserté sa responsabilité de sécuriser l'espace public, nous en tant que citoyens, on a ce devoir de dire ça c'est pas nous. Ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pas en notre nom. Et je crois que c'est l'engagement qu'on doit développer dans ce pays. Ce qui se passe, ce n'est pas au nom du peuple sénégalais. On a affaire à des individus dans une logique de prébande. Et la prébande ne participe pas de l'élection. Et qui veulent nous imposer une culture électorale qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas, je veux dire, collée à l'institution politique que nous avons, parce que jusqu'à présent, le Sénégal est une république à ce que je sache, et nous sommes dans un processus démocratique. Et dans la démocratie, quand on s'affronte, une fois de plus, on s'affronte dans le débat d'idées, dans un espace sécurisé et dans le respect des différentes opinions. Et qui tranche au final, une fois de plus, c'est le peuple sénégalais. D'où le fait qu'il doit dire non à ces pratiques-là et qu'il ne se reconnaît pas dans ces pratiques. Mais justement, est-ce que le silence, avec cette montée des milices un peu partout au Sénégal, dans les meetings et tout, le silence aujourd'hui des gens par rapport à cette situation-là n'est pas dangereux pour le pays? En fait, Alassane, je voudrais ajouter l'autre élément d'analyse pour vous dire que la violence, d'une part, peut être considérée comme l'expression d'une carence intellectuelle. M. Coly l'a dit, les gens souvent usent de violence parce qu'ils n'ont pas d'argument, parce qu'ils sont carents du point de vue des idées et du point de vue intellectuel. Et vous avez vu, et c'est là le deuxième axe d'analyse que je voudrais ajouter, vous avez vu qui sont nos acteurs le plus souvent au plan politique. Mais c'est des personnes qui font de la politique un métier. En analysant les listes de certaines coalitions, je suis tombé sur une liste où on a mis pour certaines personnes comme fonction
député. Ah oui. Et pour une autre personne, on a mis comme fonction maire. Alassane, imaginez, si un enfant tombe sur une telle liste, mais cet enfant peut avoir l'impression que la politique est un métier dans ce pays. Et je me demande même comment une telle liste a pu passer entre les mailles du filet. L'autre chose, c'est que ces gens font qu'il y a une question de survie, une question de devenir qui se pose à telle enseigne que toutes les armes sont bonnes pour être utilisées et pour rester en place. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont fait de la politique leur métier et qui, du fait des privilèges obtenus au plan politique, ont un train de vie qu'ils ne comptent pas quitter. Il y a des Sénégalais même, et de plus en plus, qui ont fait des études supérieures, qui sont des hauts fonctionnaires, mais qui choisissent de faire la politique parce que si vous comparez leurs revenus en tant que hauts fonctionnaires et leurs revenus, s'ils occupent des positions de pouvoir, il y a des années-lumière. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons à un phénomène extrêmement grave, c'est le fait que certains hauts fonctionnaires parmi l'élite désertent les bureaux, leurs postes, parce que tout simplement, il y a un système qui est là, qui dit que quelles que soient vos compétences, quel que soit votre parcours, vous n'avez qu'un seul choix pour accéder à des responsabilités dans ce pays, il faut s'engager politiquement. Or, je le dis, moi je mets toujours l'intérêt sur les profils. Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des connaissances pour pouvoir occuper certaines responsabilités. Des responsabilités requièrent un bon facteur G. Le facteur G, c'est l'intelligence générale. Donc, il faut avoir le parcours, il faut avoir les compétences, il faut avoir les attitudes, il faut avoir les aptitudes. Parce qu'on peut être, diplômé sans être intelligent. Ça n'a rien à voir. Les gens pensent les psychologues Alfred Binet et autres qui ont travaillé sur la notion d'intelligence ont fait des théories, jusque-là, qui font référence et qui stipulent qu'il n'y a aucun lien entre le fait d'être diplômé et le fait d'être intelligent. La personne intelligente, c'est celui qui juge bien, qui raisonne bien en fonction des circonstances. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a un événement qui survient, en termes de catastrophe, moi je dis qu'il faut définir la chaîne de responsabilité. Et si on remonte, on peut détecter une défaillance quelque part du fait que la personne qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. Justement, quelle intelligence faut-il développer pour juguler cette violence? Il y a plusieurs types d'intelligence, j'aime beaucoup ce débat. On a une première intelligence que j'appelle l'intelligence situationnelle. Et, voilà, M. Fay le sait très bien, à savoir en situation, comment réagir. Réaction avoir. Voilà. Mais cela, on l'appuie de manière extrêmement forte sur notre éducation. Je crois qu'on aura un débat tout à l'heure sur ces questions éducatives. Absolument. Un peuple n'a de sens que s'il a été éduqué. Absolument. Et je vous rappelle que nos systèmes éducatifs ont été créés pour donner de la cohérence à ce qu'on appelle une nation. Et donc, une nation a des référents. Et ce que je constate aujourd'hui quand j'analyse la société sénégalaise, j'ai l'impression que nos références sont en train de disparaître, voire sont inconnues, voire méconnues. Donc il faut fortement avoir une intelligence situationnelle liée à nos manières de réagir en situation, d'où l'appel que je lance au peuple quand il doit dire non, ce n'est pas nous, ça répond de l'intelligence situationnelle. Il y a un autre type d'intelligence qui m'intéresse beaucoup et lié à ce que j'appelle l'expérience. Pour des responsabilités, et c'est pour ça qu'il faut qu'on réinterroge nos critères de choix sur l'élection. Qui est éligible? Je ne suis pas pour une sélection, ni pour un élitisme, mais on doit se poser des questions quand on confie notre destin à des individus qui, dans des chambres parlementaires, doivent nous représenter pour défendre des environnements politiques qu'on peut appeler villes, régions, et j'en passe. On ne les confie pas à n'importe qui. Tout à fait. Et donc, à qui confie-t-on? Donc, ce type d'intelligence s'appuie sur un parcours, sur un background d'un individu qui, aujourd'hui, peut dire devant le peuple, je pense avoir l'aptitude qui consiste à être plus ou moins suffisamment averti des situations de la vie, des situations du Sénégal, des situations du monde, pour prétendre vous représenter. C'est une forme d'intelligence. Il y a aussi cette forme d'intelligence liée à la connaissance. Je différencie la connaissance du diplôme. La connaissance s'acquiert aussi bien dans des institutions d'apprentissage, mais elle peut s'acquérir pour ceux qu'on appelle entre parenthèses les autodidactes par des parcours de vie. Ce sont des types d'intelligence qu'on devrait aussi apprendre dans ce pays à valoriser. Nous n'avons pas tous fait le système scolaire jusqu'à un niveau. D'autres ont des parcours suffisamment riches
pour être des parcours d'exemplarité par rapport aux autres. Mais ce qui doit lier tous cette intelligence-là, une fois de plus, c'est l'éthique. Et je crois que dans ce débat politique sénégalais, dans cet espace national qui est le nôtre, nous devons apprendre de plus en plus fortement à interroger la question des valeurs et la question de l'éthique, et une fois de plus la question de notre identité nationale. Ça veut dire quoi être sénégalais aujourd'hui? C'est quelle valeur? On se regarde beaucoup. Il a posé une question importante sur les valeurs et sur l'éducation. Oui, très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'éducation telle que conçue au Sénégal permet aujourd'hui d'avoir un Sénégalais pétri de valeurs, qui croit à son pays, qui fait en avant l'intérêt du Sénégal avant son intérêt personnel? On a l'impression que dans ce pays-là, on réfléchit d'abord par intérêt de groupe, d'ethnie, de communauté, avant de penser sénégalais. Alassane, vous avez raison de le souligner. Oui. Notre système éducatif n'est pas adossé à un projet de société. Je fais partie des Sénégalais qui pensent que le Sénégal n'a pas de projet de société. Et pour en avoir l'assurance, il suffit de sortir et d'interroger certains Sénégalais pour leur demander quel est notre projet de société. Vous allez avoir des réponses différentes, ou bien vous allez avoir des réponses négatives qui vont dans le sens de vous dire que le Sénégal n'a pas de projet de société. Un projet de société doit être... Il n'y a pas de consensus sur les questions. Non, il n'y a pas de consensus. Alassane, quand des Sénégalais se retrouvent dans la rue et qu'il y a une catastrophe ou quelque chose, il n'y a pas un consensus par rapport au mode de réaction. Quand nous nous retrouvons dans la rue par rapport à nos comportements, il n'y a pas de consensus. Quelqu'un peut faire quelque chose, vous lui demandez la raison, il va vous jeter à la figure que mbedmi mbedum bourle. Alassane, un système éducatif, c'est les savoirs, c'est les savoir-être, c'est des savoir-faire. Du côté des savoir-être, c'est la faillite totale. Rousseau, dans son ouvrage Émile ou de l'éducation, nous enseignait, je cite, on façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Fin de citation. Mais est-ce qu'il y a un système au Sénégal, de la base au sommet, qui permet de faire de sorte que nos compatriotes, nos concitoyens aient telle réaction par rapport à une situation donnée? La réponse est non. Pourtant, ce régime a eu l'ingénieuse idée d'avoir suscité les assises nationales sur l'éducation dirigées par l'éminent professeur Abdou Salam Sall, qui a fait un excellent travail, mais malheureusement, les conclusions sont rangées dans les tiroirs. Moi, ça n'arrange pas. Moi, j'ai eu l'honneur d'avoir été membre de la commission dialogue social dirigée par Mamoudou Diop Castro. On avait débattu de toutes ces questions-là. Et moi, je suis étonné de constater que ces conclusions ont été rangées dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce travail-là pour rien. Je suis d'accord avec M. Koli que nous, Sénégalais, nous devons voir nos comportements. Mais cela ne peut pas être spontané. Il faut cultiver. Il faut cultiver. La personnalité, ça se moule, c'est une moule. Et pour mouler cette personnalité, il faut un certain nombre de paramètres. Qu'est-ce qui détermine la personnalité? Il y a des facteurs innés, il y a le système éducatif, il y a le cercle familial, il y a l'environnement, il y a ce qu'on acquiert au niveau du groupe des pairs. Et ce sont tous ces facteurs-là qui font qu'on peut dire que la personne a telle personnalité, c'est-à-dire ce qui la caractérise et ce qui fait qu'elle peut avoir telle ou telle autre attitude. Mais ça se cultive. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent, je le dis souvent, qu'on parle beaucoup d'un plan Sénégal émergent. Mais on ne peut pas arriver à l'émergence sans pour autant que l'émergence des comportements positifs précède l'émergence en termes de développement comme le souhaitent nos gouvernants. Donc il faut un plan Sénégal éducation. Il faut repenser un plan Sénégal éducation. Un plan Sénégal éducation avec axé sur les comportements positifs. C'est très facile maintenant de réaliser des infrastructures. C'est à notre portée. Nous avons énormément d'écoles d'ingénieurs. Mais construire l'homme, construire la personne, c'est il faut repenser l'homo sénégalensis. Tous les pays qui se sont développés, qui ont fait des bons considérables, se sont adossés sur leurs ressources humaines, mais aussi sur les comportements positifs de leurs ressources humaines. Mais est-ce que M. Koulou n'est pas dans une situation où il y a une sorte de démission collective, ou même au niveau familial, c'est très difficile maintenant, les parents
donne comme argument la cherté de la vie, le temps, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Même si on regarde dans les familles aujourd'hui, les enfants le soir, ils sont sur des tablettes, il n'y a pas le bol familial est pratiquement éliminé, ce qui permettait peut-être à beaucoup de parents d'éduquer les enfants autour du bol familial. L'éducation en déliquescence, c'est dans la rue. On ne sait plus où est-ce qu'on va. On a l'impression que chacun s'occupe de sa petite chapelle. Oui. Dans ce que vous dites, il y a deux dimensions. Il y a la dimension strictement locale, la dimension sénégalaise. Quand on l'observe, on se rend compte qu'il y a une déliquescence du lien social. Quand je dis déliquescence, les relations qui lient les Sénégalais de manière intrafamiliale ou extrafamiliale. Quand j'ai intrafamiliale, dans nos appartenances sociales et culturelles, parce que nous sommes adossés à des cultures. Parce que l'argent a pris beaucoup de place maintenant. Bon, oui, il y a la question de l'argent. Ces liens-là se sont déliquescés du simple fait que le Sénégal baigne dans un environnement globalisé. Et il faut faire la relation des deux, sans pour autant donner des excuses. Nous avons suivi des mutations. Et ces mutations, elles ont entraîné de manière extrêmement forte. Et l'entraînement a été négatif dans la plupart des cas, du simple fait que le Sénégal, du point de vue de l'ancrage, à la fois du l'ancrage national, et je reviens toujours à la nation, parce qu'on ne peut se dire sénégalais que parce que nous appartenons à une nation. Il faudrait qu'on apprenne à interroger suffisamment notre nation. Qu'est-ce que c'est que la nation sénégalaise? Qu'est-ce que c'est que l'appartenance sénégalaise? Quelles sont les valeurs communes que nous partageons? Une fois que nous faisons ça, comment on traduit ça en acte dans la société? Je prends un exemple. J'étais en train de venir à votre émission. Malheureusement, sur l'autoroute, il y avait eu un accident. Il y a eu un choc. Mais devinez ce qui s'est passé. Blocage de la route et tout le monde vient regarder ce qui se passe. Et du coup, tout le monde est bloqué. Dans un espace où les gens ont des valeurs, je crois qu'on dit souvent qu'on a des valeurs, la valeur qui consiste à être solidaire avec quelqu'un qui est traumatisé me paraît normal comme réflexe. Absolument. Et j'ai vu des réactions où personne ne réagit par solidarité. Donc il faudrait aussi que, du point de vue de l'introspection individuelle et collective, que le Sénégalais puisse se regarder en face. Parce qu'on dit toujours Sénégal, c'est un pays de solidarité. Bon, moi je suis d'accord avec tout ce paroles. Oui, il y a beaucoup plus de discours que de réalité aujourd'hui. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est la famille. Parce que moi j'ai quand même un regard extrêmement fort sur la famille parce que c'est la base. La famille est dans son prolongement de la famille, le système scolaire. De manière générale, ils s'emboîtent l'un l'autre. Et on se rend compte de plus en plus, à Dakar, dans les villes, c'est encore peut-être intéressant, mais aller dans les campagnes, on a deux espaces qui ne parlent pas le même langage. L'école parle un langage qui n'est pas le langage des familles, les familles parlent un langage qui n'est pas le langage de l'école. Et donc à partir du moment où des institutions, parce que la famille est une institution, l'école est une institution, ne parlent plus les mêmes grandes ruptures que nous avons. Ensuite, quand il y a une rupture entre le système familial et le système scolaire, comment, dans des environnements publics, et j'insiste sur le fait d'environnement public, un environnement public, messieurs, dames, est un environnement qu'on partage, qui nous appartient à tous, et la fameuse phrase de mon ami est très éloquente. Tout le monde prend l'espace public comme son espace privé. J'ai envie d'uriner dehors, j'urine, hein. Vous me dites pourquoi vous le faites, mais je vous envoie vous promener. J'ai envie de jeter un papier, et ça veut dire que le sens de l'espace public, à savoir le sens d'un espace partagé, et le partage est une valeur. Mais est-ce que c'est pas dû quelque part parce qu'il y a une absence de sanction justement par rapport à ces comportements qui font que chacun fait ce qu'il veut? Je vais en venir. La sanction, vous savez, une fois de plus, commence toujours par la famille. La sanction, pour moi, c'est d'abord les interdits. Quand on éduque un enfant, on lui montre les interdits et ce qu'il a le droit de faire. On lui dira, il est interdit de, et comme tout enfant, le psychologue le sait mieux que moi, il va essayer. Il va essayer parce qu'il va se construire dans l'opposition avec des choses. Il veut tester et voir jusqu'où il est. Et le processus de provocation est beaucoup plus fort pendant l'adolescence. Mais à chaque fois qu'il va essayer dans un environnement protégé qu'est la famille, il va être sanctionné parce que l'éducation lui montrera des barrières. Et cela doit se poursuivre dans l'environnement public. Et c'est pour ça que je parle toujours des cohérences entre les différents environnements. Dans les familles, il y a un phénomène qu'on n'a pas interrogé, mais je crois qu'on va le poser, c'est la paupérisation. Elle est inquiétante et elle nous interroge. Et quand on parle de valeurs, quand on parle d'éducation, quand on parle d'instruction, quand on parle de professionnalisation, on s'adresse plus ou moins à ce qu'on appelle dans nos sciences à des acteurs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a affaire avec la paupérisation de plus en plus à des gens dos au mur, dont les besoins premiers ne sont pas satisfaits. Se nourrir, se vêtir, se soigner. À partir du moment où les besoins... L'échelle de Maslow. Oui, voilà, la fameuse pyramide. À partir du moment où ces besoins premiers ne sont pas satisfaits, je crois qu'il est aussi, il faut le comprendre, un peu difficile pour elle, de penser à des besoins qui sont au-dessus de ça. Et donc un État qui se veut responsable, et un État qui s'inscrit dans ce qu'il appelle l'émergence, moi je suis d'accord avec l'idéologie
y compris d'accord avec le rêve, parce qu'il faut qu'on rêve quand même pour construire quelque chose d'intéressant, mais qu'on l'appuie sur des processus et qu'on dise comment va-t-on mettre des gammes pour atteindre tel niveau, et ensuite, ainsi de suite. Mais on n'a pas ces processus-là. Donc les familles sont dans un niveau de délabrement. Je suis revenu à Dakar, moi qui ai grandi dans cette ville, et c'est ce que j'ai dit à tous mes amis. J'ai grandi pas loin d'ici. Mais j'étais affolé quand je suis rentré, sans pour autant critiquer. Je reconnaissais plus l'espace. Et je me disais, nous sommes dans une capitale. Une capitale, c'est une vitrine. Et donc, ça fait peur. Est-ce que justement, Khalifa Diagne, cette paupérisation des familles, cette pauvreté qui atteint des jeunes qui sont dans le chômage, font aujourd'hui le succès quelque part de Abdoulaye Wade, qui a été 12 ans ici, qui peut entraîner les jeunes dans les rues pour marcher avec eux et demander à sortir? Est-ce que c'est l'une des causes profondes, au-delà de la politique en tant que telle? Oui, ça peut l'expliquer du fait que l'être humain est toujours guidé par ses instincts et que, M. Colli l'a dit, il y a des besoins primaires. Si ils ne sont pas satisfaits, peuvent pousser l'être humain à des réactions les plus déplorables possibles. Parce que souvent, ici, qu'est-ce qu'on dit? Que Biri Fessoul, Khalat du Am. Si bien que si bien que les hommes politiques sénégalais qui sont très inspirés en termes de manipulation. Comme Abdoulaye Wade qui a quand même un diplôme de psychologie des foules. Oui, mais c'est important de le préciser. Abdoulaye Wade n'a pas d'égal. En tout cas, c'est de mon point de vue, c'est 50 dernières années en matière politique au Sénégal. Et ça, je pense même que ses adversaires peuvent le lui concéder. À telle enseigne que il sait les moments opportuns, il sait les sujets quel levier appuyer, porter, il sait sur quel levier actionner. Quand il est revenu, vous avez vu que avant, quand il s'est posé le dossier judiciaire de son fils, il avait tout fait pour que son fils ne soit pas arrêté, il a été arrêté. Il avait tout fait pour que son fils ne soit pas jugé, il a été jugé. Il avait tout fait pour essayer de le faire sortir de prison quand il a été emprisonné. Il a surfé sur les rapports de force parce que Abdoulaye Wade, sa stratégie est basée le plus souvent sur les rapports de force. Il a fait ça avec Abdou Diouf, avec Senghor. Il ne va pas abandonner avec Macky Sall. Mais malheureusement, il n'a pas été suivi. Et vous rappelez-vous de ces propos d'une rare violence adressée en la personne du président de la République avant de repartir. Maintenant, il était revenu aux élections locales. Il avait fait campagne, beaucoup de gens l'oublient, mais il n'avait pas cette mobilisation. Là, quand il est revenu et qu'il a vu qu'il y a une grande mobilisation, comme il ne l'avait pas eu lors de ses derniers passages, il a retrouvé ses sensations, et ce sont ces sensations-là qui lui ont permis d'avoir la confiance, et comme il dit, il retrouve ses 20 ans, qui ont fait qu'il a voulu appeler à une manifestation parce qu'il sait qu'il a suffisamment de masse critique pour pouvoir instaurer des rapports de force avec... Mais il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui dans l'opposition en disant qu'on ne va pas le suivre dans cet appel à manifestation parce qu'il va se heurter à son propre arrêté qu'il avait pris au temps d'Ousmane Ngom. Oui, c'est là le paradoxe de nos hommes politiques. Abdoulaye Wade, en 2000, tout juste avant l'alternance, le 2 février 2000, avait initié une marche sur la question des cartes d'électeurs israéliennes. Vous vous rappelez, il avait demandé à ce qu'on ne vote pas avec ces cartes, et la marche s'était presque arrêtée aux portes du ministère de l'Intérieur. Et à l'époque, il était tellement célèbre que, arrivé aux abords du ministère de l'Intérieur, il était obligé de rester avec la foule pour laisser les Djiboka et autres aller déposer le mémorandum auprès du ministère de l'Intérieur. Quand le M23 a voulu marcher jusqu'au ministère de l'Intérieur, le 2 février 2012, c'est-à-dire 10 ou 12 ans après la marche de Abdoulaye Wade qu'il avait portée au pouvoir, il a été stoppé au rond-point de la Médina. Maintenant, quand il avait constaté que son régime affaiblissait et que le plateau était devenu un lieu névralgique, il avait fait prendre à Ousmane Ngom le fameux arrêté du nom de la même personne. Et cet arrêté-là, c'était suite aux
à la manifestation de Sidi Lamine Niasse, rappelez-vous, à la place de l'Indépendance, et à la manifestation du M23. Donc, pendant toute la campagne des élections présidentielles de 2012, pratiquement le plateau était barricadé. Rappelez-vous des tentatives de Cheikh Bamba Dièye, Idrissa Seck, qui étaient tout le temps repoussées. Et là, quand l'actuel régime a accédé au pouvoir, l'actuel régime a accédé au... Ils ont laissé l'arrêter Ousmane Ngom. Et là, c'est en toute aisance que ce régime va lui opposer l'arrêté qu'il avait lui-même fait prendre à Ousmane Ngom et qui est encore d'actualité. C'est la raison pour laquelle les hommes politiques doivent voir leur comportement, parce que vous pouvez prendre un acte qui peut se retourner contre vous demain. Comment lisez-vous aujourd'hui cette présence d'Abdoulaye Wade, cet appel à manifester? Bon, moi, quand je regarde et j'observe la scène politique sénégalaise, le premier réflexe que j'ai, c'est un réflexe sur les hommes politiques que nous avons. Sont-ils à la hauteur du défi? Parce que quand un homme politique développe une stratégie, développe une légitimité, c'est tout à fait normal. Les électeurs ont une responsabilité extrêmement forte dans cette logique-là. C'est pour ça que moi je fais toujours appel aux électeurs. Et on peut analyser les profils d'électeurs que nous avons. Les hommes politiques sont des prédateurs, il ne faut pas qu'on se le cache. Ils ont une prédateur avec une logique extrêmement claire, avec un cynisme absolu qui consiste à conquérir le pouvoir. Quels moyens se donne-t-on pour le conquérir? Pour certains, tous les moyens sont ouverts. Et ça, on le voit dans le monde entier. C'est ça la politique, et c'est le côté extrêmement froid et extrêmement prédateur de la politique. Nous le savons, nous sommes des électeurs sénégalais, nous sommes des citoyens sénégalais, nous sommes des citoyens de ce monde, et nous regardons le monde comment ça fonctionne. Maintenant, pour éviter, empêcher, voire juguler ou réguler, que les hommes politiques fassent à l'espace public leurs choses privées, c'est d'abord une dimension juridique et législative, parce qu'ils agissent dans un espace public qui est réglementé. Et quand un espace public est réglementé, l'État, qui lui est responsable de l'espace public, doit être capable de rappeler les règles du jeu, jusqu'au bout, et à tout le monde sans distinction. Donc on revient aux questions d'éthique. Il y a une deuxième carte. Les hommes politiques sont complètement tétanisés face à un acteur qu'on appelle l'électeur. Et l'électeur sénégalais, je pense, n'est pas suffisamment conscient de sa force. C'est nous qui élisons ces individus-là. Je crois qu'il est possible pour un électeur de dire aux individus dans le comportement, on vous sanctionne. D'où l'intérêt d'avoir de manière régulière ce qu'on appelle des élections, qui font le point et le bilan avec l'action politique et qui sanctionnent, voire confirment l'action de certains individus. Mais est-ce que le fait d'avoir deux niveaux d'électeurs, ceux qui sont peut-être imbus, qui comprennent les enjeux, qui sont été à l'école, qui comprennent tout, et d'autres qui sont dans un autre niveau où les gens vont chercher les bas instincts, est-ce que c'est pas ça qui pose problème dans le choix aujourd'hui du fait que certains hommes politiques peuvent se comporter comme ils veulent? Vous avez raison, parce que quand on a parlé de pauvreté, il y a un niveau de pauvreté que mon collègue a abordé, c'est la pauvreté intellectuelle. Parce que la démocratie que nous avons choisie, quoi qu'on dise, est un type de démocratie extrêmement intellectualisée. Les gens font des campagnes, il y a des messages, il y a des slogans, la presse s'en mêle, on discute avec un discours très élaboré. Qui a accès à ce processus? Je pense que c'est une minorité d'individus. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas le procédé, le processus, c'est pour ça que nous voyons dans les slogans de campagne des discours complètement ahurissants. De députés qui vous disent « je vais aller au Parlement pour changer le pays ». Ne rêvons pas. Mais le message peut passer parce qu'il s'appuie sur quelqu'un qui n'est même pas au courant de comment ça marche. On a assisté à une scène extraordinaire où un candidat disait que s'il est élu, il va diminuer le prix du chanvre indien et de l'alcool. C'est-à-dire, on a toutes sortes d'aventures politiques. Mais ça, moi, je ne condamne pas ceux qui le font. Ils peuvent délirer. Maintenant, c'est nous, en tant que citoyens, en tant qu'électeurs, comment on capte ce message. Mais le niveau des citoyens? Le niveau des citoyens est très différent du fait de la composition de la population sénégalaise. Ce qu'on remarque ces 10 dernières années, il y a une émergence progressive au Sénégal de ce qu'on appelle une classe moyenne, à savoir des gens qui ont accès au savoir, qui ont accès à la consommation, qui ont construit des parcours plus ou moins intelligents et qui aujourd'hui sont susceptibles d'analyser les situations politiques. Cette petite catégorie, tant mieux qu'elle existe parce qu'elle booste en tant soit pour notre économie, elle est au-dessus d'une masse de pauvres. Et quand on dit la masse de pauvres, la pauvreté traverse à ce niveau-là toutes sortes de pauvreté, y compris la pauvreté culturelle. Parce que certains ont même perdu le repère culturel, avec les phénomènes d'exode rural, avec les phénomènes de mendicité que l'on voit, avec les phénomènes de gens qui tombent dans la rue. Donc, ces types de pauvreté diverses, multiples, économiques, sociales, politiques, intellectuelles, quand elles se combinent, ça devient des bombes pour un pays. Et un politique responsable, un chef d'État responsable doit toujours se dire « je n'ai pas intérêt à être assis sur une masse de pauvres ». Ça peut à tout moment
exploser. Et quand ça explose, on ne sait jamais comment juguler l'explosion. Voilà. Est-ce que cette pauvreté intellectuelle, culturelle et même sociale aujourd'hui fait que de plus en plus qu'on assiste dans nos examens à des fuites, à de la tricherie, comme on l'a vu au niveau du BFM et des fuites au baccalauréat? Est-ce que c'est les conséquences de cela, Khalifa? Moi, je pense que ça peut avoir une relation, mais là où je situe le plus le problème, c'est au niveau de la socialisation de nos concitoyens. Alassane, nous avons un pays où on pense constamment que c'est par la tricherie que nous pouvons nous en sortir. C'est ici que l'on dit que chance moo gën licence. Le fameux taf yëngal. C'est ici que les gens, du matin au soir, brûlent les feux rouges. C'est ici que les gens essaient de trouver tout le temps des raccourcis pour s'en sortir. On n'essaie pas de travailler pour réussir dans la durée. Si bien que à chaque fois qu'il y a des examens, et ça date de très longtemps, les gens essaient de trouver des fuites. Nous, quand on était candidats dans nos différents examens, mais on entendait souvent des rumeurs de fuite. Il était même arrivé qu'on nous montre des preuves pour nous dire qu'effectivement, lors de tel examen, il y avait une fraude. Et ça, c'est dans presque tous les domaines de la vie. Même dans le domaine du sport. Nos petites catégories en basket ont remporté 2 trophées qui ont été récupérés. Et la fédération a été sanctionnée. Notre pays a payé des centaines de millions pour retrouver la FIBA en Afrique. Récemment, notre équipe de handball s'était qualifiée en finale et a été disqualifiée pour fraude. Nous avons vu également, lors de la Coupe d'Afrique des U20 en football, publiquement, un jeune essayait de jouer à des questions de rond devant les caméras du monde. On apprend aux Sénégalais à tricher. Et même dans le domaine politique, vous avez vu, Alassane, j'aurais bien aimé qu'à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, que son CV soit mis sur la place publique et que son parcours soit décliné. Même c'est les hommes politiques, il y a des tricheries de façon permanente. Des clandos. Et tout ceci fait que la tricherie est consubstantielle à notre société. Est-ce que le manque de sanctions, justement par rapport à tout cela, ne fait pas qu'aujourd'hui, que chacun pense que c'est normal? Mais il faut sanctionner. Maintenant, parfois, ceux qui doivent sanctionner ne constituent pas eux-mêmes des exemples. Alassane, quels que soient les efforts que vous allez faire, si vous avez des dirigeants qui ne incarnent pas l'exemple, vous n'allez pas vous en sortir. Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, c'est un livre où il donne des conseils en matière d'éducation. Il prend un petit enfant qui s'appelle Émile, jusqu'à l'âge adulte, et étape par étape, il explique comment on doit faire. Après avoir donné un certain nombre de conseils, il s'arrête pour dire, je cite, l'exemple, point d'exclamation, l'exemple, point d'exclamation encore. Sans cela, vous ne pouvez arriver à rien avec les enfants. Ça veut dire que les enfants ont besoin de bons exemples. De repères. Souvent, ce n'est pas le cas. Et parfois même, ce sont leurs propres parents qui les incitent à tricher. Regardez la question des tricheries au bac et au BFM. Surtout au bac. Vous avez vu que dans la chaîne de responsabilité, il y a des acteurs qui n'ont pas le statut d'élève, des travailleurs de l'office du bac, et des acteurs qui ont le statut, et là c'est très grave, le statut d'enseignant. Parce que l'enseignant doit être un modèle. Parce on a même entendu à Saint-Louis des gens réagir par rapport à la tricherie pour dire oui, c'est pas grave, on n'a qu'à les pardonner, toutes les façons, l'État doit les pardonner. C'est quand même assez symptomatique d'une réaction d'une sociale. C'est assez grave, parce que de quoi il est question? Quand on parle du bac, quand on parle du brevet, on parle d'examen dans un processus de scolarisation. Ça veut dire que c'est les méthodes qu'utilise le système scolaire pour sélectionner ceux qui demain seront nos élites. Et quand on voit qu'à ce niveau-là, y compris dans les processus sélectifs, dans les processus de passage, dans les processus de graduation, on est en train de contourner les règles que nous avons édictées pour créer de la société, je me dis, où va-t-on? On est objectivement, à mon avis, dans une société où les gens sont en train de se suicider de manière claire et objective en disant, on va dans le mur, mais on se tue.
C'est ça que je suis en train de vous dire. Et donc ceux qui disent c'est pas grave, c'est ceci, c'est cela, souvent il faut se méfier des bonnes âmes. Les bonnes âmes sont celles qui, quand vous ne faites pas le travail, vont vous critiquer, et qui, quand vous faites le travail, vont vous critiquer. Donc je pense que quand on parle d'un État, quand on parle d'une nation, quand on parle d'une collectivité, d'une communauté, l'un des éléments majeurs du fonctionnement commun, c'est l'existence de règles et le respect des règles. Il faut qu'il existe des règles. Et de ce point de vue-là, les règles sont très claires. La deuxième chose, à partir du moment où ces règles existent et qu'elles sont connues, nous devons les respecter. Si nous les transgressons, nous nous exposons à ce qu'on appelle la sanction. Ce sont des principes très simples de vie en communauté. Sans ça, nous sommes comme des sauvages. Pas de règles. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est à ce moment-là que va se créer la loi du plus fort. C'est la horde. Et donc je ne crois pas, et moi j'espère que nous ne serons pas un jour un espace, un environnement jugulé par la horde. Et donc ce sont les règles qui font le fondement même de l'appartenance collective des gens à une communauté, quelle qu'elle soit, y compris à une famille. Une famille fonctionne sur des règles. Il y a un papa, il y a une maman, il y a des heures de rentrée, des heures de sortie, des repas, ainsi de suite. Les communautés éducatives, culturelles, fonctionnent sur des règles. Et on va nous faire croire dans ce pays, certains individus, et moi je les appelle des aventuriers ou des suicidaires, vous dites non, tout est négociable. Moi, je veux bien qu'on discute. Je veux bien qu'il existe des processus de médiation. Mais si on ne rappelle pas les règles, sur quoi allons-nous nous appuyer pour éduquer les plus jeunes de ce pays? L'autre problème, c'est le système un peu paradoxal au Sénégal. Là où on voit le concours général donner des diplômes ou bien récompenser les meilleurs du système, en même temps on regarde quelque part par rapport à ce qui se passe au bac, on se demande est-ce qu'il y a deux systèmes d'éducation au Sénégal. Et ensuite celui qui a pris le meilleur prix, c'est pas un Sénégalais d'origine, c'est un Gabonais. Est-ce que c'est pas un symptomatique d'un système en faillite quelque part? Alsan, avant de répondre à votre question, permettez-moi de demander à nos gouvernants de jouer avec tout, sauf avec notre système éducatif. Oui, absolument. Si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Et tout tombe à l'eau. Il y a plusieurs années que le processus de déliquescence de notre système éducatif a été déclenché avec la question des doubles flux, avec la question des enseignants appelés ailes de dinde, avec la question du quota sécuritaire, avec la question des vacataires. Les volontaires. Et récemment, nous avons vu, heureusement que le ministre de l'Éducation a pris ses responsabilités, une grande tricherie au niveau de l'examen des enseignants de l'élémentaire. Il faut que nos gouvernants aient un consensus par rapport à la question de l'éducation et qu'on ne joue pas avec ce volet. Maintenant, il faut relativiser concernant la question des performances que nous avons notées et que nous avons toujours notées au concours général. Vous savez, on ne peut pas évaluer notre système éducatif à l'aune des résultats du concours général. Encore qu'au niveau du concours général, quelles sont les écoles que nous voyons souvent, excepté l'Imam Moulay? C'est des écoles où il y a une sélection en amont, à la base, avec des internats réduits et des conditions réunies qui font que il peut y avoir un jugement en fait un peu biaisé par rapport aux performances des uns et des autres. Et j'ai beaucoup de respect avec les sortants de ces écoles, mais allez voir à l'enseignement supérieur, vous allez retrouver d'autres élèves qui étaient inconnus au moment où ils étaient au lycée, mais qui leur tament le pion au niveau de l'enseignement supérieur. C'est pour vous dire qu'il faut relativiser et faire de sorte qu'on ait un nivellement beaucoup plus général. Le concours général ne juge pas effectivement de la performance du système? Pas forcément, parce qu'il faut très bien comprendre ce système de concours général. C'est une vitrine pour un État. D'organiser un concours, c'est extrêmement élitiste, il faut le dire et il faut le savoir, mais l'État l'utilise comme une vitrine pour récompenser ceux qu'il juge comme étant les meilleurs. Sauf que ceux qu'il juge comme étant les meilleurs, de manière globale, ça fait quand même plus de 15 ans au Sénégal, proviennent des mêmes établissements scolaires, excepté pour le cas de l'Imam Moulay, qui est un lycée de banlieue. Ce qui est normal. Donc l'État joue là-dessus, mais c'est une stratégie politique pour récompenser des gens, offrir des bourses, avoir des partenariats internationaux. Le grand défi par rapport au concours général, c'est pas le concours en tant que tel, c'est l'état du système éducatif sénégalais.
dans son éducation depuis la base jusqu'au bac. Et après le bac, le système universitaire. On constate une fois de plus de nos jours, le Sénégal a été, avec la démographie qui est la nôtre, il faut très bien le savoir, c'est le problème que nous avons, la massification a fait des dégâts énormes dans ce pays. Massification, ça veut dire qu'on a une grosse population d'individus en âge d'être scolarisés. Je vous rappelle que dans ces pays, quoi qu'on dise, l'école est obligatoire. Et promenez-vous dans certains quartiers à 9 heures. Vous avez des enfants tout petits qui sont dehors, qui ne sont pas scolarisés. Donc, face à la population, l'école n'a pas répondu aux défis de l'offre scolaire. Nombre d'établissements, nombre d'enseignants formés pour éduquer ces individus-là, nombre d'académies qui encadrent les processus éducatifs, et ensuite un espace ministériel qui permet aussi d'accompagner les processus. Donc on n'a pas été suffisamment proactif et anticipatif pour accompagner la démographie. Ça a été quand même un grand problème du Sénégal depuis les années 70. Donc le double flux a été une des réponses. On a très bien vu qu'elle n'a pas été pertinente comme réponse parce qu'on a baissé les quantums. Quand vous baissez les quantums horaires et qu'on vous dit qu'on formera de la même manière ceux qui faisaient 8 heures de cours par jour et ceux qui font 4 heures par jour, moi je veux bien. Montrez-moi le génie de l'enseignant qui peut faire 8 heures de cours en 4 heures. Donc c'est ce problème que nous avons, la masse d'individus qui ne sont pas dans des écoles privées de type élitiste, quelle formation leur offre-t-on? Souvent, quand on y va faire des observations, faire des enquêtes, rencontrer les enseignants, on se rend compte que c'est une offre éducative au rabais. Quand je dis au rabais, je mets le mot entre guillemets, parce que les profils qu'on met en face d'eux, et là je suis quand même extrêmement sévère, mais je ne le dis pas de manière avec les enseignants, on ne confie pas l'éducation des enfants de la nation à n'importe qui. Il faut le dire, parce que c'est notre avenir qui se joue, on construit nos élites avec ça, on construit le pays avec ça. Et à partir du moment où on a ouvert la boîte de Pandore, je rappelle que l'enseignement c'est un métier. Donc on ne devient pas enseignant par accident. Du genre j'ai chômé 10 ans, j'ai rien à faire, on me dit tiens vacataire volontaire, j'y vais parce que je serai plus ou moins dans un statut. Et ça a été à mon avis un risque majeur que l'État a pris. On confie les enfants de ce pays à des éducateurs et on les forme. Et c'est la raison pour laquelle il existait dans ce pays une école normale qui, elle, formait les enseignants pour les enfants du pays. Le temps que vous avez imparti est terminé. Vous avez posé les vrais fondamentaux aujourd'hui. J'espère que l'État vous entendra et que les parents d'élèves prendront aussi en charge ces questions essentielles. Parce que sans éducation, il ne faut pas se tromper, il n'y aura pas de raccourci, pas de développement. Le Sénégal a plutôt besoin d'un plan Sénégal éducation. À la technique, Abdoulaye Diop, Nicolas Sambou Diop, excellent dimanche.